Radio Arson, une série de podcasts proposés par la bibliothèque de la Villa Arson. Nous recevons aujourd'hui au micro de Radio Arson Vanessa Ramon-Borde et Jean-Philippe Labadie, créateurs de Récif, résidence d'écriture cinématographique qui a pour ambition de soutenir les parcours d'auteurs et de promouvoir la diversité dans le cinéma en réunissant des talents francophones issus des cultures du Sud. Nos deux invités sont accompagnés d'Hicham Aboulkassim, qui nous parle de son court-métrage Dublinais et de son futur long-métrage Hors champ. On s'est rencontrés au sein même de la bibliothèque. Vous êtes venus travailler avec votre bande d'autrices et d'auteurs qui ont participé à ces 2 semaines de résidence Récif au sein de la Villa Arson. Est-ce que Vanessa, Jean-Philippe, vous pouvez nous en parler un peu plus ? Récif, en fait, c'est né de notre volonté à s'implanter davantage dans la région et d'amener une dynamique culturelle déjà présente, mais d'essayer de participer à ce qu'il n'y a pas encore de mis en place, notamment au sein de la ville de Nice, c'est-à-dire une résidence d'écriture de long métrage en tant que telle. Alors nous, notre idée, en fait, c'est né d'un constat où on a remarqué que les projets arrivent à se faire quand il y a une phase de développement suffisamment impliquante en termes de durée et en termes de concept pour arriver à un résultat satisfaisant et que les autrices et les auteurs puissent soit trouver un producteur s'ils n'en ont pas encore, soit aller en production avec un projet abouti et leur producteur pour permettre au film d'exister. Donc nous, la résidence Récif, ça veut dire résidence d'écriture cinématographique interculturelle francophone du Sud. Et parce qu'en fait, on souhaite une diversité de propositions cinématographiques. Et notre idée, c'est de réunir 6 autrices, auteurs, cinéastes pendant 8 mois. Qui viennent d'horizons culturels et géographiques différents, avec en focus la francophonie du Sud au sens large, donc Maghreb, le Liban, les pays d'Afrique francophone. Et cette année, on a décidé de faire un focus sur le Maroc, parce qu'il y a un nouvel accord bilatéral entre la France et le Maroc qui vient d'être réaménagé pour faciliter en fait les coproductions entre nos deux pays. Et donc on trouvait que c'était plutôt une bonne idée de faire un focus sur le Maroc. Et donc à ce titre, on a donc 2 auteurs qui viennent du Maroc. Et on a voulu ajouter aussi un autre auteur marocain qu'on avait déjà suivi sur un autre projet, qui développe juste dans le cadre de la Villa Arson son projet de long-métrage. Donc en fait, le principe de la résidence, c'est sur 8 mois, 15 jours en immersion totale pendant 15 jours donc à la Villa Arson. Ensuite, on les suit en visio à distance, 15 jours à nouveau au mois d'avril-mai au monastère de Saorge, et on finit par 3-4 jours de rencontres professionnelles pendant le Festival de Cannes. Voilà. Sachant que cette année, on a la chance d'avoir pour marraine, en partenariat avec la Cinémathèque de Nice, Mona Achache. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et le 13 septembre après-midi, on fait une après-midi de rencontres professionnelles avec des étudiants en école de cinéma de la ville de Nice, Cannes, pour pouvoir faciliter les rencontres aussi et les échanges, avec une masterclass qui aura lieu à 18h avec Akaki. Et puis sinon, peut-être d'où on vient, nous. Donc nous, cette résidence est née parce qu'on produit, Vanessa et moi, depuis 20 ans, au sein d'une société qui s'appelle Assis Productions, que nous avons créée, qui est à Nice, dont le siège social est à Nice. Et nous développons beaucoup d'auteurs, de jeunes auteurs, donc on produit leurs courts-métrages, leurs moyens-métrages, et ce cap décisif qui est le premier long-métrage. Et fort de cette expérience, on s'est aperçu qu'évidemment, il y avait de vrais problèmes d'écriture et de vrais problèmes de temps d'écriture et d'entourage aussi, de savoir comment entourer nos auteurs. Et pour avoir fait des résidences aussi en tant qu'auteur, moi, voilà, j'avais une expérience là-dedans et de l'autre côté. Et on a trouvé judicieux avec Vanessa de mettre en place quelque chose tout à fait adapté à ces gens-là, avec l'idée que les films se fassent, évidemment. C'est-à-dire tous les cinéastes qu'on a sélectionnés cette année, évidemment,
C'est notre expérience aussi de producteur qui nous fait dire que ces projets peuvent se faire et vont se faire. Après, on n'est pas magicien, malheureusement. On n'est pas mécène non plus, ni milliardaire. Donc, l'aventure du cinéma est une aventure, toujours un combat, et toujours très difficile, évidemment. C'est très difficile de financer les premières œuvres aujourd'hui. Donc, il faut les accompagner. Voilà. Alors, et il faut que les scénarios soient extrêmement travaillés et pour passer des commissions et pour pouvoir être financés et donc pour que les films se fassent. Voilà. On parle beaucoup de scénario, d'écriture. Quels outils vous apportez aux futures réalisatrices et réalisateurs de longs métrages? Alors en fait, nous, on a une méthode très spécifique, c'est-à-dire qu'on intervient toujours tous les deux. C'est-à-dire que c'est vraiment dans une sorte de maïeutique, c'est dans un échange. Et je pense qu'il n'y a que comme ça, d'ailleurs, en partageant les points de vue et les regards, que les idées émergent. Parce qu'il n'y a jamais de recette miracle et il n'y a pas de méthode particulière qui pourrait vouloir dire c'est comme ça que tu dois faire. C'est vraiment discutant, en essayant d'aller chercher aussi énormément chez la personne, de son histoire personnelle, qu'est-ce qu'elle peut mettre d'elle pour que le personnage, en tout cas, qui mène le récit, puisse s'incarner de manière la plus sincère. Et surtout, d'où vient ce film? D'où vient l'idée du film? Et à 99%, forcément, c'est quelque chose de très ancré, Personnel. de très personnel. Ouais. Et donc après, on ajuste, évidemment, avec une méthodologie spécifique à chacun, en fonction des étapes de là où ils en sont, parce qu'en fait, il y en a qui sont à l'étape de synopsis court, il y en a qui ont des traitements, et il y en a qui arrivent avec un scénario. Donc le travail n'est pas forcément le même en fonction de là où la personne en est quand elle arrive en résidence. Mais nous, l'idée, c'est de poser un objectif dès le début de la résidence et de se dire, voilà, tu veux repartir avec quel outil en main pour aller chercher soit un producteur, soit de l'argent, soit des coproducteurs. Voilà. Pour avoir regardé les courts-métrages des autrices et auteurs présents ces 2 semaines, beaucoup sur les courts-métrages parlent de leur histoire familiale ou de leur expérience identitaire. Et on se demande vraiment ce qu'ils vont faire quand ils vont passer au gros morceau, c'est-à-dire le long-métrage. On se dit, est-ce qu'ils vont refaire ça ou partir sur quelque chose de totalement fictionnel, quelque chose autre? En fait, il n'y en a aucun qui reproduit en format long ce qu'il a déjà fait en cours. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des sources d'inspiration dans certains projets. Il y a notamment, je pense à une des autrices, on peut nommer, Stéphanie Alphon, qui, elle, a déjà fait un documentaire sur le sujet, en fait, sur sa famille. Alors ça, c'est le court-métrage, mais elle a fait un documentaire sur la destruction de sa maison et le rapport à sa mère, etc., qu'elle adapte effectivement en fiction, en long-métrage. Mais ça reste en fait le nœud, la source d'inspiration est là, mais le projet n'a rien à voir en fait avec le film, puisque là elle ramène vraiment des enjeux dramatiques, il y a toute une construction dramaturgique, des personnages, il y en a d'autres, il y a des rencontres, il y a un élément déclencheur, tout ce qu'il n'y a pas déjà dans son court-métrage, donc ça va être vraiment un film différent. Ensuite, Est-ce que ce genre de film, quand vous le présentez à des producteurs, rassure les producteurs, puisqu'ils ont déjà vu? Oui, bien sûr, Très évidemment. important. Très important. En fait, ce qui est important, c'est vrai que ce que j'ai oublié de spécifier, c'est que la résidence, elle est vraiment aussi axée sur le passage du court au long métrage et vraiment le suivi d'un parcours d'auteur. Et le parcours d'auteur, il est aussi lié à tous les films qu'il a fait avant et qui sont en cohérence avec une identité particulière. Donc c'est vrai que parfois, il y a des auteurs, oui, qui vont toujours refaire le même sujet et qui vont l'adapter toujours de manière différente, mais qui se racontent toujours. Mais c'est toujours un film différent malgré tout. Et puis il y en a d'autres qui vont tester. Je pense à Akaki par exemple, quand on voit ces films. Moi, ce qui surgit au-delà de tout ça, c'est que à travers le court, j'ai pas vu le long, j'ai vu la bande-annonce. Bon. Et je me suis rendu compte. Alors il y a des choses évidemment. Après, ils testent des choses. Parfois, c'est un peu appuyé. Bon, mais néanmoins, c'est hyper audacieux dans le parti pris. C'est-à-dire, il y en a un, il fait un plan séquence de 36 minutes. Il y en a un autre, c'est sans dialogue. Et avec, malgré tout, il y a toujours une part de lui. Je le connais pas, mais je vois bien que c'est son histoire quand même, malgré tout. Mais c'est vrai que ces courts-métrages servent aussi à expérimenter des choses, quoi. C'est-à-dire qu'un réalisateur, il ne peut s'exercer qu'en fabriquant un film. Mais c'est tellement long déjà, même quand on fait un court, c'est minimum 2 ans ou 3 ans. Donc, enfin, vous voyez, donc c'est très difficile de pratiquer la direction d'acteur,
la mise en scène, le technique. cadre, la lumière, le son. Enfin, vous voyez, c'est toute une part d'inconnu qu'il faut quand même savoir manipuler, prendre, jouer avec. Et pour ça, il faut faire des films. Donc, ce qui est intéressant dans son travail, effectivement, c'est qu'il expérimente des choses avant de se lancer au premier long, où là, il n'y a plus de liberté comme dans le court-métrage. C'est-à-dire qu'il y a un distributeur qui doit savoir à qui s'adresse le film, combien de spectateurs ont mis. Enfin, vous voyez, tout d'un coup, c'est un marché. Alors que le court-métrage, il y a une grande liberté de durée, de ton, de mélange de choses. Quand long métrage, c'est une autre aventure, quoi. On rentre dans quelque chose de commercial, quoi. Donc il y a il y a un enjeu économique important, quoi. Voilà. Quand court métrage. Et pour parler aussi un peu économique, je me pose toujours cette question. Voilà, c'est vrai que c'est long à aboutir. Que ce soit un court métrage ou un long métrage, c'est très long à aboutir. Vous côtoyez pendant 8 mois donc des auteurs et des autrices. Et est-ce que vous surveillez d'un œil un peu distrait, mais quand même d'un œil, la situation économique, financière de vos autrices et auteurs, pour voir comment ils vivent vraiment et comment ils survivent avant la réalisation de ces choses? Oui, enfin, forcément on en parle parce qu'on est tous dans le même bain, hein, vous voyez, je veux dire, producteur, quand on ne produit pas de film, vous voyez, comment on mange? Faut faire d'autres choses, donc nous on a la chance de pouvoir intervenir à droite, à gauche, de faire des conférences, des masterclass, des choses comme ça. Et les auteurs souvent sont obligés d'être techniciens sur les films des autres ou d'avoir carrément notre métier. Ce qui est le cas de Hicham Aboulkassim. Exactement, et d'autres aussi ici en résidence. C'est très difficile d'arriver même pour avoir le statut d'intermittent du spectacle que nous envie le monde entier. Hein. Les Français ne s'en rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir ce statut-là. Ça permet quand même à pas mal de cinéastes de pouvoir tenir jusqu'au prochain film. Vous voyez, la fin de ces 2 semaines va se ponctuer par une après-midi de rencontres et de projections. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce vendredi, malheureusement 13 qui vient? Alors, c'est une après-midi qui est vraiment dédiée à un espace de rencontre entre étudiants en cinéma et professionnels du cinéma. Donc, nous, l'idée, c'était vraiment d'axer un peu plus sur Nice, les Alpes-Maritimes. Donc, on va avoir la Villa Arson, le directeur de la Villa Arson, Sylvain Lison, et puis Sylvie Christophe, qui s'occupe des résidences et des relations internationales à la Villa Arson, qui va un petit peu exposer ce que c'est que la Villa Arson. Antide Vian, l'administrateur des centres des monuments nationaux, et notamment le monastère de Saorge, qui nous a déjà accueillis et qui a un espace d'inspiration mais extraordinaire pour pouvoir écrire. Donc il va un petit peu parler du monastère. On va avoir Mariam Rosta Giroux, la directrice du cinéma et de la Cinémathèque de Nice, qui va parler un petit peu des nouveaux dispositifs, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place sur la ville de Nice. On va avoir le directeur artistique du FID, Cyril Nera, et la directrice du FID. On va avoir Laurent Trémaud, le directeur du Festival de Nice et cofondateur de la Résidence du Sud. Nos résidents, qui vont pouvoir parler avec le public, échanger sur leurs projets. Et dont les films seront en boucle dans une salle. Ils vont être projetés en boucle permettra à chacun de pouvoir voir tous les films. Voilà. Je suis sur et Calouste, qui va aussi un petit peu parler de lui, et ensuite qui va animer la masterclass. Avec le réalisateur Georges. Absolument, et des producteurs, pardon, très important. On a 3 producteurs qui vont venir. Il y a Christophe Camoirano de Girel Productions, Damien Zocola, Harmonia Productions, et un 3e producteur qui est surtout investisseur en fait. Il a une société d'investissement à Hong Kong. Alors nous, c'est vrai que c'est des sphères qu'on côtoie pas trop. Mais les investisseurs dans le cinéma, c'est quand même très important. Et lui a investi notamment sur les 2 premiers films de Papicha et Ouria. Et une petite dernière question, est-ce que du coup, sur la région 06, la région sud, est-ce qu'on est bien armé pour tout ce qui est le circuit du film de A à Z? Vous en faites partie de cette chaîne, et vous faites des liens.
Mais est-ce qu'on a besoin d'aller ailleurs ou finalement on a des studios là, des productions, des producteurs ou des productrices là, des réalisatrices, des réalisateurs là, et tout ça dans le coin, localement. Circuit court. On dit la vérité? Oui. Non. Non, mais comment dire, pas suffisamment. Pas suffisamment dans le sens où il y a encore un peu le sentiment d'une centralisation à Marseille. Bah, dans le 06, ça commence à prendre un petit peu. Je crois qu'il y a une vraie dynamique au sein de la ville pour complètement redynamiser, même au niveau des Alpes-Maritimes. Après, on voit qu'il y a de plus en plus de producteurs qui viennent s'installer à Nice. Oui, Ad Astra et Damien et nous, quoi. Voilà, enfin, on est 3 à faire des fictions quand même, hein, c'est tout. Fiction long métrage. Fiction, long métrage. Damien Zoukola, producteur formidable, qu'on aime beaucoup, qui est un jeune producteur qui s'implante donc en région, qui partage son temps entre Paris et ici, et qui produit donc le film de Hicham qui se tournera ici. Donc tout est bouclé. Super transition. Juste avant de passer le micro à Hicham et lui poser quelques questions, je voudrais juste que Vanessa et Jean-Philippe nous parlent de comment vous avez découvert Hicham et voilà, comment vous l'avez sélectionné dans votre... dans Récif. Alors, on a fait en fait un appel à projet qui a été lancé au mois de juin, je crois, jusqu'en début juillet. Il y avait 3 semaines, c'était assez court. Donc les gens ont postulé, on a reçu pas mal de candidatures, une 50aine. On avait un comité de sélection. Donc on a lu les projets, on en a discuté, débattu. Hicham, ça a été assez rapide. Parce qu'en fait, on a quand même une particularité sur la résidence, c'est qu'on sélectionne 2 résidents de la région sud, ou un projet qui a un lien direct avec la région. 2 résidents plus largement France métropolitaine et Outre-mer, et 2 résidents donc issus des cultures francophones du sud, Afrique, Maghreb, Liban, etc. Donc c'est vrai que dans les propositions de projets qui se faisaient dans le sud ou d'auteurs du sud, il n'y en avait pas beaucoup. Donc il a eu la chance d'être un peu moins dans la compétition, on va dire. Et puis on a beaucoup aimé, vous allez l'entendre, il va parler, mais au-delà même de son projet, sa démarche en fait est quelque chose d'à la fois très pudique, très humble et qui donne vraiment envie de l'accompagner. Voilà, il y avait l'aspect humain qui est très important aussi quand on sélectionne des auteurs et des autrices. Il y a une vraie sincérité aussi dans son court-métrage précédent qui a très bien fonctionné, qu'on a Dubliné, beaucoup c'est aimé. ça Dubliné? Oui. Dubliné, voilà, c'est ça. Beaucoup aimé, c'est très sensible, c'est très Vrai. très vrai, voilà. Et ce qu'il nous a fait lire dans son dossier, dans son scénario, dans son traitement, puisqu'en fait c'est un traitement qu'il nous a envoyé, un synopsis long, en fait, oui, pas un traitement, pardon. Et voilà, on retrouvait exactement ce qu'il y avait dans son court-métrage. Enfin, on retrouvait la même finesse, la pudeur, et on a envie de le suivre, évidemment. Enfin, voilà. Très vite, il a été... On n'a pas vraiment débattu, en non. fait. On était assez non, d'accord. en fait, le comité était... Enfin, voilà, on n'a pas débattu. Je veux juste, peut-être, si vous allez l'ajouter, je voudrais remercier nos partenaires, sans qui la résidence ne pourrait pas exister. Donc, le département des Alpes-Maritimes, la Cinémathèque de Nice, la Villa Arson, le monastère de Saorge et Centre des Monuments Nationaux, la Bastide Rouge et l'Institut français du Maroc. Longue vie à votre association et à Récif, et à bientôt peut-être à la Villa Arson. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup à la Villa Arson, merci beaucoup à vous deux aussi. Ouais, merci infiniment. Bienvenue Hicham Aboulkassim. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce que tu as fait avant ces courts-métrages. On en parlait avec Vanessa et Jean-Philippe, un moment de peut-être l'emploi qui est à côté pour l'emploi alimentaire, et comment tu as à un moment décidé de peut-être couper court à tout ce qui est alimentaire et de dire allez, je vais vivre ma passion artistique. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Pas totalement. Pas totalement, disons que j'ai toujours eu envie de faire du cinéma, d'abord en tant que comédien. C'est dans un premier temps le jeu en fait qui m'attirait, et notamment
voilà, je me souviens des films d'aventure que je regardais quand j'étais petit, et j'avais qu'une envie, c'était de sauter, de traverser l'écran pour me plonger dans le Jurassic Park ou dans un vaisseau Star Wars. Et donc c'est cette envie de jeu en fait qui m'a longtemps accompagné. J'ai eu l'occasion de faire des stages de théâtre, des ateliers théâtraux. Le conservatoire de Pantin aussi en Seine-Saint-Denis. Pendant un an, j'ai fait partie de la classe amateur. Et puis, oui, la question des études supérieures notamment s'est posée, en sachant que mes parents n'étaient pas très ravis que j'emprunte la voie du cinéma, et du coup je me suis un peu réfréné, et donc j'ai commencé des études en gestion, et puis une grosse remise en question au sein de l'IUT où j'étais, et j'ai eu envie, voilà, de rentrer dans la vie active, dans le concret, d'assurer mes arrières financièrement parlant pour pouvoir réouvrir cette porte du cinéma. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à passer des concours administratifs et à rejoindre un poste en préfecture à Paris. Voilà comment les choses ont commencé, et justement c'est à cet endroit que une rencontre avec un réalisateur a impulsé en fait l'écriture de mon premier court-métrage Dubliné. Et donc à la préfecture, j'imagine que là a germé l'idée de Dubliné par des anecdotes, sûrement de travail avec tes collègues Ouais, concrètement par le poste que j'occupais et par le malaise que je ressentais vis-à-vis de cette réglementation que je me devais d'appliquer et que je ne cautionnais pas vraiment. Donc j'avais envie, sans pour autant dénoncer, d'alerter, ou pas d'ailleurs, en tout cas de mettre en lumière et de donner à voir un peu ce qui se passe derrière les guichets, et comment, humainement parlant, on reçoit et on gère ce qu'on se doit d'appliquer par obligation professionnelle. D'accord, donc en fait, Dubliné, c'est le seul pour l'instant, Oui, date de à 2021. ce jour, exactement. Et pour un peu expliquer l'histoire de ce court-métrage, c'est donc Younes, qui est interprété par Karim Aitmand, je ne sais pas prononcer, Aitmand, ouais, qui au final joue un peu le rôle que tu avais à la préfecture finalement. carrément. Un jeune agent qui travaille au guichet unique des demandeurs d'asile et qui a du mal à assumer ce poste. Moi, je l'ai vu hier, j'ai trouvé super nuancé, très bien écrit. Comment as-tu écrit ce film? As-tu été accompagné? Explique-moi un peu de tout ça. Oui, alors je vous parlais du réalisateur que j'ai rencontré et qui a impulsé clairement en fait l'écriture de ce scénario. Il m'a écouté parler sur ma vie personnelle et sur mon métier, et c'est lui qui m'a dit mais tiens, moi j'aimerais savoir en fait comment ça se passe derrière le rideau, et je pense que tu as matière à écrire un court-métrage, tu as clairement quelque chose à mettre en image. Et il m'avait aussi parlé à ce moment-là du GREC, qui est une association à Paris qui est financée par le CNC et qui produit de premiers courts-métrages en fait. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait un comité de lecture qui avait lieu 6 mois plus tard, et donc voilà, j'avais 6 mois devant moi pour aboutir à un scénario que je pouvais proposer au GREC, et donc c'est Mario Fanfani, le réalisateur, qui m'a accompagné, et Mario a eu ce rôle de consultant, c'est-à-dire que j'écrivais, et puis une fois par mois on se calait un rendez-vous, et il me faisait des retours, et ensuite je continuais d'avancer dans ce processus d'écriture, et on s'est tenu à ce qu'on s'était dit au début, c'est-à-dire que 6 mois plus tard, j'avais, à nos yeux en tout cas, un scénario qui pouvait totalement être reçu en commission au GREC, et le comité a décidé de retenir entre autres mon projet. Ils retiennent en général combien de projets? Ils retiennent par commission une moyenne de 4 projets. Ça t'a permis de faire quoi à ce moment-là? Alors concrètement, ça m'a permis de démarrer la machine très rapidement. C'est-à-dire que le GREC étant directement financé par le CNC, il n'y a pas du tout ce
process de recherche de financement. On a une enveloppe. Moi personnellement, j'ai reçu, mon projet a bénéficié d'une enveloppe de 15 000 €. Et à partir de là, ces 15 000 € servent à financer tout ce qui est technique, en sachant que les ressources humaines au GREC ne sont pas rémunérées. Donc les techniciens sont des techniciens bénévoles, les comédiens sont aussi des comédiens bénévoles. En tant que réalisateur, je n'ai pas été rémunéré non plus. Et donc comme je disais, au GREC tout va très vite. En fait, il y a un producteur qui est en charge du suivi des projets. Et assez rapidement, on se doit dans un premier temps d'essayer de trouver ses décors par soi-même, son équipe, ses comédiens. Et le GREC en parallèle essaie de nous trouver des postes un peu clés que sont le directeur ou la directrice de casting et le directeur ou la directrice de production. Et finalement tout s'enchaîne très vite, le GREC bénéficiant d'une image plutôt bonne dans le milieu. Des techniciens disent assez facilement oui à un projet bénévole. Donc, c'est pas des intermittents, c'est des bénévoles. Ce sont des intermittents, des techniciens bien en place qui peuvent accepter de travailler bénévolement. Ça peut être aussi des techniciens qui sortent d'école. Oui. Après avoir eu la validation du GREC, t'as tourné quand exactement? 6 mois après? 1 an après? J'ai eu la validation du GREC en novembre 2019 et on était censé partir en tournage en mars 2020, sauf que le confinement a pointé le bout de son nez, donc le tournage n'a pas pu se faire. Quand les choses se sont remises à fonctionner à peu près correctement, il se trouve que j'avais perdu un grand nombre des membres de mon équipe qui avaient décidé de partir pour des projets rémunérés ou ils n'étaient tout simplement pas dispo en fait pour réintégrer l'équipe, et du coup il a fallu remobiliser quasiment une nouvelle équipe, mais pareil ça s'est fait assez rapidement et on a pu finalement tourner en septembre 2020 entre deux confinements. Donc il y a eu un peu moins d'1 an entre la sélection par le GREC et le tournage du film. Mais ça aurait pu se faire très vite. Et là, après, du coup, le montage après du film, tu l'as fait avec une vraie monteuse ou un vrai monteur? Oui, je l'ai fait avec une vraie monteuse, Clara Saunier en l'occurrence. Que t'assistes ou? Que j'assiste, alors pas techniquement parlant, mais avec laquelle, oui, j'ai fait de nombreux points de façon répétée. Tout en lui laissant une marge de manœuvre, bien sûr, dans son travail. Et finalement, Dubliné sort en 2021. C'est ça. Et là, tu vis un peu l'expérience des premiers festivals. Oui, effectivement, de belles surprises. Enfin, de toute façon, cette histoire n'a été que de belles surprises. Et oui, il se trouve qu'assez rapidement, on a une première sélection en festival, un festival côté court à Pantin. En panorama, pas en sélection officielle, en panorama. Et puis ça a été finalement un total d'une 20aine de festivals en France, à l'étranger. Le film a un peu voyagé. Il est allé en Allemagne, au Brésil, au Canada, au Liban, en Finlande aussi, 2 fois. L'équipe et moi-même, on est assez satisfaits de ce beau parcours que le film a eu. Donc de beaux retours en 2021. Et là, quand on a autant de beaux retours, est-ce que les contacts arrivent pour te dire allez, vas-y, maintenant le long métrage, on y va tout de suite? Oui, alors Jean-Phi et Vanessa en parlaient tout à l'heure. Damien Zocola, ce jeune producteur en fait que j'ai connu avant qu'il lance sa boîte de production. Et qui a été là, qui a suivi le parcours et la fabrication, avant son parcours, la fabrication de Dubliné, et qui a toujours été cette personne à me donner comme ça un élan. Et quand il était question de continuer sur l'écriture d'un 2e cours et de passer éventuellement à l'écriture d'un long, j'ai pu compter sur lui pour me nourrir d'un certain enthousiasme. Et Mario Fanfani, donc qui m'avait accompagné pour l'écriture de Dubliné, pareil, on est resté en contact et
clairement, ça a été aussi, c'est une personne qui m'a toujours poussé à entreprendre ce que j'avais envie d'entreprendre. Et on est en plein dedans. 2024, tu participes à Récif. T'en es où de l'écriture de ton scénario? Alors, de l'écriture de mon premier court-métrage, j'en suis à l'étape du synopsis, donc j'en suis vraiment à un stade précoce. En fait, ce long-métrage, c'est en tout cas, l'histoire, ce que j'ai envie de raconter, c'est une histoire qui a germé dans mon esprit début 2024, donc il y a quelques mois. Et là, j'en suis au stade vraiment où je sais ce que j'ai envie de dire, je sais ce que j'ai envie de défendre. Il me manque encore la trame narrative dans son intégralité. Donc ces 2 semaines actuellement sont propices justement à des choix, des directions, à aussi des personnages, des personnalités, des événements qui viennent ponctuer le récit. Est-ce que ça va recouper Dubliné sur la forme ou sur le fond? Est-ce que tu vas réutiliser certains acteurs ou certaines actrices? Alors je pense que de Dubliné, je vais garder un certain regard posé sur l'objet, et donc une certaine pudeur, une certaine innocence, en tout cas quelque chose de très vrai. J'ai envie qu'à l'image de Dubliné, ce soit quelque chose vraiment ancré dans la réalité. Donc ce futur projet porte pour l'instant le titre de Hors Champ. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou tu préfères rester discret là-dessus? Non, je peux vous en dire un peu plus. Hors Champ serait une occasion de donner à voir des personnages qu'on voit pas souvent sur les écrans de cinéma ou même dans la littérature. C'est l'histoire de ces jeunes qui décident de se maintenir dans leur campagne pour s'y épanouir quand certains font le choix de rejoindre la grande ville pour épanouir leurs désirs notamment. Donc en ce qui concerne ton futur proche, tes activités à la rentrée 2024, ça serait l'aboutissement du scénario, ça serait... Alors, ça serait plutôt l'aboutissement du traitement. En fait, je me donne comme objectif de profiter de l'accompagnement de Récif, donc un accompagnement qui s'étale sur 8 mois, pour aboutir à un traitement, c'est-à-dire finalement un scénario, mais sans les dialogues, en fait, sans les dialogues, et qui est notamment un élément qui figure au dossier d'une demande d'aide à l'écriture du CNC. Donc c'est un peu, l'objectif c'est d'avoir le document qui me permettrait ensuite d'enchaîner sur le scénario et entre-temps de demander l'aide à l'écriture du CNC. Donc est-ce que tu pourrais nous dire quel auteur, autrice, livre t'ont inspiré pendant l'écriture de Hors Champ? Aucun. Est-ce que tu lis beaucoup? Tu es un gros lecteur? Oui, je lis. Après, ça va être moins des romans que des livres plutôt informatifs, des livres d'économie. D'accord. En fait, il y a eu plusieurs points de départ, donc cette envie de donner à voir des personnages qu'on voit assez rarement sur les écrans de cinéma, de télévision, même dans la littérature. J'ai envie de défendre un film d'affirmation, et en fait il y a eu entre autres comme point de départ une chronique que j'ai lue du sociologue Adrien Azelli, en fait qui fait partie d'un collectif de journalistes et de sociologues, et ensemble ils ont édité un livre qui s'appelle PD, et chacun propose une chronique, essaie de faire un état des lieux de ce qu'est entre guillemets la communauté aujourd'hui, et quelles sont ses problématiques, ses projections pour l'avenir. Et il y avait notamment donc cette chronique d'Adrien Azelli qui discute de l'enfance qu'il a passée à la campagne avec son cousin, donc tous deux homosexuels. Quand lui a décidé d'aller poursuivre ses études à Paris, son cousin lui est resté à la campagne. Merci beaucoup Hicham d'être venu
au micro de Radio Arson. Merci à vous. Et bonne chance pour ton film. Merci beaucoup.